Ben, moi, en fait, j'ai toujours travaillé sur la question de l'espace public, de la forme de l'espace prise par l'expression des différentes prises de parole dans un espace public qui était celui des médias traditionnels, autrefois la radio, la télévision, la presse. Bon, l'intérêt avec le numérique, c'est qu'on a un espace public qui est élargi, et donc les conditions de la prise de parole publique, les formes de l'énonciation, en fait, sont, à mon avis, modifiées grâce à Internet. Elles modifient à la fois le nombre de locuteurs possibles, et elles modifient surtout, et c'est ça qui m'intéresse, les formes de l'énonciation. Comment on prend la parole en public, est-ce qu'on doit être aussi distancié, citoyen, argumentatif dans un espace numérique, ou est-ce qu'il y a aussi des possibilités, comme l'était l'espace public traditionnel, ou est-ce qu'on a aussi des possibilités nouvelles d'énonciation, plus subjectives, plus ironiques, plus émotionnelles, plus spontanées et plus directes. Argumentation, viralité, intelligence collective. Alors, je l'utilise énormément pour m'informer. Je suis un grand lecteur d'Internet. Je crois que c'est de toute façon un peu... C'est à la fois obligatoire aujourd'hui et dans le genre d'activité que je fais, c'est absolument indispensable. Donc, je suis un lecteur de sites d'information et beaucoup de petits sites, de blogs et puis beaucoup de littérature scientifique, puisque Internet a donné à la littérature scientifique un élan absolument considérable qui nous donne un accès presque trop volumineux, mais se plaindre du volume est idiot, mais presque trop abondant d'informations scientifiques de toutes sortes. Pour débattre, je suis un grand lecteur, je suis moins très actif dans le débat. J'ai une page Facebook dans laquelle je discute, je débat. J'ai été utilisateur de Twitter au tout début, et puis j'ai eu une longue phase sans Twitter, puis depuis un an je me suis remis à Twitter. Est-ce qu'on débat sur Twitter? Oui. C'est un débat qui a une forme particulière. Là, je pense vraiment que c'est l'un des intérêts de la conférence, c'est justement est-ce que c'est un vrai style délibératif au sens fort du terme, au sens habermasien du terme, ou est-ce que c'est une autre forme du débat qui se met en place sur Twitter? C'est toujours intéressant. Donc je suis un peu actif sur Twitter, et puis dans les projets scientifiques, on a aussi beaucoup d'espaces de débat, de forums, de wiki, auxquels je contribue irrégulièrement selon les types d'activités. Mais... Ça c'est compliqué, si on veut les plus célèbres, c'est Facebook, Twitter et on va dire Wikipédia. Moi je mets Wikipédia dans le web 2.0. Bon, je crois oui, là on a trois choses un peu cœur. Trois espaces en ligne de débat. Bon, Wikipédia, incontestablement, un magnifique espace. Alors moi j'ai beaucoup travaillé dessus, mais les pages de discussion de Wikipédia, c'est un bonheur absolu. Des espaces de débat bien concentrés. Moi, je trouve que les forums, les débats, par exemple, de sites comme Internet Actu sont toujours très riches. Hein, et donc, les articles du Bergios sont toujours passionnants. Mais ce qu'il y a dans les pages de débat le sont. Il y a certaines pages Facebook qui peuvent devenir, quand il y a quelqu'un d'actif sur Facebook, de vrais espaces de débat. Je pense à la page d'André Munters, qui est par exemple un lieu où, parce qu'André contribue énormément, et du coup, il y a toujours des choses qui se disent. Et donc je dirais aussi, et je ferai référence au même espace, à culture visuelle, à l'ensemble des plateformes ou blogs mis autour de culture visuelle. Ça, moi je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je pense que les sociologues ne sont pas des prophètes en fait. Hein. Donc on ne sait pas exactement de quoi l'avenir sera fait. Ce n'est pas une préoccupation absolument essentielle. Web 2.0 était déjà une invention un peu marketing. Je crois qu'en fait derrière les batailles qui se jouent, batailles symboliques en fait de discours d'escorte autour du web 3.0, il y a des conflits entre ceux qui voudraient qu'il soit 3D, ceux qui voudraient qu'il soit sémantique, ceux qui voudraient qu'il soit un web des données, ceux qui voudraient qu'il soit un web des objets, ceux qui voudraient... Bon voilà, chacun défend sa vision du web. Moi en fait, ce que je crois au fond, hein, c'est que on n'est qu'au début de la révolution du web 2. Donc, parce que le Web 2, il est profondément social. Et c'est ça qui, du coup, pour les sociologues, est évidemment passionnant. S'il a marché, s'il a connu le succès, c'est qu'il est social. Ceux qui essayent de définir le web par les technologies, objets, sémantiques, 3D, etc.,
à mon avis, se trompe. Ce qui s'est joué dans le Web 2, c'est d'abord une révolution sociologique et culturelle. Oui, oui, vraiment. Moi, je crois que ce qu'apporte le web, et notamment le web 2, c'est que dans l'espace public traditionnel, quand on n'était pas une personnalité habilitée à prendre la parole en public, pour prendre la parole en public, c'était la croix et la bannière. Il fallait passer par les standards et les standardistes des émissions de radio, il fallait écrire des lettres qui étaient filtrées par les gens du courrier des lecteurs. C'était très difficile d'avoir la parole prendre la parole dans l'espace public, et ça exigeait du locuteur un certain nombre de conditions d'énonciation qui étaient extrêmement rigoureuses et en fait extrêmement sélectives socialement, et qui donnaient la parole d'abord aux plus cultivés, aux mieux socialisés à l'espace politique traditionnel. Avec le Web 2, on peut, sans demander la permission à personne, sans avoir passé par les fourches codines d'un journaliste standardiste quelconque, on peut prendre la parole, et du coup on peut prendre la parole de façon plus personnelle, de façon plus subjective, de façon plus drôlatique, de façon plus distanciée, on peut la prendre de façon anonyme. Et donc il y a une diversification des positions d'énonciation qui est nouvelle et qui du coup transforme les conditions ensuite dans lesquelles se passe le débat, qui ne se passe plus nécessairement sous le règne de l'argumentation délibérative légitime telle que l'avaient définie les formes classiques du débat politique. C'est cette différence entre l'énoncé et l'énonciation. L'énonciation, c'est la manière dont mon corps, ma personne, engage ma voix dans le débat, et dans lequel je ne suis pas obligé de parler à la troisième personne, de contenir mes émotions, de vérifier que j'ai tout argumenté. Je peux être plus subjectif, je peux être plus émotionnel, je peux être plus direct. Et cette manière d'entrer dans le débat, et d'entrer avec sa personne, en fait, je pense qu'on remet du corps dans le débat avec ces différentes postures énonciatives. La manière d'entrer dans le débat modifie ensuite les conditions dans lesquelles ça se passe. Alors ça peut les modifier pour le meilleur et pour le pire, je tiens à le signaler. Alors je crois que dans le débat, je ne connais que Louise Merzeau et Vincent Puig. Dans quelles circonstances je les ai rencontrés, ça ce serait difficile. Vincent, je l'ai rencontré à l'IRI, lors de débats de l'IRI, et Louise, je ne saurais plus dire quand je l'ai rencontré, mais je l'ai rencontré à l'occasion de diverses colloques, conférences. Vous avez peut-être fait des travaux en collaboration? On n'a pas fait de travaux ensemble, mais on s'est beaucoup fréquenté, on a beaucoup échangé, on s'est invités mutuellement dans nos séminaires.